Onfray, une question. Que signifie vivre? C'est la question qui traverse les 4 livres que je vous présente ce soir. Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, fondateur de l'Université populaire de Caen. Vous publiez le 5e volume de votre journal hédoniste, Le magnétisme des solstices. C'est le titre de ce 5e volume, publié donc aux éditions Flammarion. Et la suite de ce journal, à travers une 40aine de chapitres, brefs, courts, qui traitent de l'art, de la lecture, de la musique, de vos rencontres également, vous posez cette question: comment mener à bien une vie philosophique? Réponse dans ces pages et dans cette émission. Michel Onfray, je voudrais que l'on commence cette émission avec vous, si vous le voulez bien. Alors, tout le monde connaît désormais votre réputation sur vos travaux de philosophie, sur vous, le personnage que vous êtes devenu, mais vous l'écrivez souvent. La réputation, c'est la somme des malentendus. Pour éviter, si vous le voulez bien, tout malentendu, à la fois sur votre travail et sur vous-même, parce que vous êtes un habitué de cette émission, nous nous sommes plongés dans les archives de la Grande Librairie, florilège de vos passages, Michel Onfray, sur ce plateau. C'est une façon peut-être de vous laisser répondre à la question: qui est Michel Onfray? Regardez. J'aime pas les bandes, les meutes, les tribus, et je suis très bien. Dans ma campagne, je préfère les gens d'en bas, les gens modestes, les gens de l'université populaire, plutôt que la petite cour parisienne. Dans les archives de la Grande Librairie, comme en philosophie, Michel Onfray fait bande à part. Ni Dieu ni maître pourrait être sa devise, surtout lorsque les maîtres en question s'appellent Sartre ou Freud. Freud, c'est quelqu'un qui détestait la philosophie, qui a abondamment pillé les philosophes. Non, mais la notion d'inconscient, elle n'est pas inventée par Freud. Il y a des textes de Nietzsche où c'est très clairement dit dans Ainsi parlait Zarathoustra, le monde comme volonté, comme représentation de Schopenhauer. Sartre est un professeur issu de l'école normale supérieure, dont Nizan disait qu'elle était l'école dite normale et prétendue supérieure. Ça vous plaît beaucoup, hein. Je ne sais pas pourquoi. Dès qu'il peut y avoir moyen d'égratigner, de balancer une petite claque à l'institution, ça vous plaît? Mais oui, parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui à peu près pour savoir que l'ENA fait des catastrophes en politique. On ne dit pas que les normaliens sont aussi souvent des catastrophes. Mais depuis 6 ans, sur le plateau de la Grande Librairie, avec Michel Onfray, il est également question d'hédonisme, d'amour et souvent de pédagogie. Une philosophie existentielle, c'est une philosophie qui nous dit que peut-on faire de notre existence? Comment est-ce qu'on doit pouvoir conduire sa vie? Kierkegaard, dont vous parliez tout à l'heure, réponse dans un premier temps, oui à la vie, un grand oui à la vie, et dans un deuxième temps, oui à ce qui est acceptable et la révolte pour ce qui n'est pas acceptable. Pourquoi faudrait-il aimer rarement pour aimer beaucoup? Réponse? Je sens que nos auditeurs, les téléspectateurs sont en train de se dire est-ce que ça me concerne? Et ça concerne chacun, ce genre de phrase. Ça concerne tout le monde, non? Mais voilà, c'est pour ça. Vous aussi, non? Non, pas moi. Il y a un grand malentendu sur l'hédonisme que je défends depuis toujours. Il y a une jubilation non pas au désert, parce que c'est pas un éloge du désert, mais il y a une jubilation à la forêt, il y a une jubilation à la nature, il y a une jubilation au silence, à la méditation. Peut-être que je lis beaucoup, je travaille beaucoup, j'écris beaucoup, je parle beaucoup, je fais beaucoup de conférences, et je me dis parfois, peut-être ne médites-tu pas assez? Avez-vous dit l'essentiel, Michel Onfray? Vous m'avez fait dire l'essentiel. Oui, sur la fin, oui, je pense que je ne médite pas assez. Il faut effectivement savoir se retrouver devant des paysages, devant des feux de cheminée, devant des levées ou des couchers de soleil, devant la mer, devant des grands moments de la nature comme ça, pour se retrouver vraiment avec soi, plus que lire les bibliothèques ou avaler les œuvres complètes. On met toujours les livres entre soi et le monde, et je pense que moins on met de livres entre soi et le monde, mieux c'est. C'est un regret, parce que ça semble paradoxal, dans la bouche d'un philosophe qui produit énormément, qui anime toujours et sans relâche depuis maintenant une dizaine d'années cette université populaire de Caen qui, heureusement, depuis a essaimé un peu partout en France. Regret, mais comment faire? Non, je ne suis pas du genre à regretter, je suis du genre attaché de ne pas rater la suite. En me disant, bon, le passé c'est le passé, je suis pas nostalgique, en disant il aurait fallu, j'aurais dû, non, ça s'est passé comme ça, j'ai démarré le chantier de l'université populaire, ça m'a fait faire un travail considérable, il a fallu quand même lire beaucoup, et puis le corpus est limité, l'histoire de la philosophie c'est comme l'histoire de la musique classique, on refait pas des inédits de Chopin ou des inédits de Mozart. Donc, on va chercher une contre-histoire en revanche. Oui, et même quand on a fait ça, qui est une façon un peu de faire aussi l'histoire de la philosophie quand même, on a beaucoup lu et à un moment donné on se dit, et alors ? Que dois-je conclure de tout ce que j'aurais lu? Est-ce que ça m'a rapproché de l'essentiel, de la vérité ou de ce qu'il faut vraiment savoir? Et puis, attendez, parce que ça c'est passionnant, quelle réponse apportez-vous à cette question? Vous qui avez tant lu, tant parlé, est-ce que ça vous a rapproché
de la vraie vie, du savoir et de la vérité? Non, je pense que ça éloigne beaucoup aussi, des fois. Et que, par exemple, la mort de mon père m'a appris beaucoup plus de choses que la lecture de tous les livres que j'aurais pu lire sur la mort, par exemple, ou la mort de ma compagne. Enfin, je veux dire, des moments comme ça dans l'existence dans lesquels on apprend plus qu'en ayant digéré des bibliothèques. Et il y a des poésies. Je pense à François Cheng, par exemple. Il y a des moments où la poésie va plus vite pour dire des choses essentielles qu'un traité de philosophie. Et on se dit, parfois, la philosophie, elle a gêné la pensée du monde. Elle a empêché la pensée du monde. C'est-à-dire, on a fait des gloses, on a cessé de regarder le monde, et on a commencé à regarder le livre qui disait le monde. Moi, je pense que les incultes en savaient plus que nous. Les gens qui ne lisaient pas, les illettrés en savaient plus que nous, parce qu'ils regardaient la Lune, le Soleil, le halo autour de la Lune, ça signifiait quelque chose pour eux. Les étoiles, ils pouvaient expliquer pourquoi les étoiles, comment, pourquoi le ciel couvert ou pas, pourquoi ces étoiles-là, cet endroit-là, etc. Et nous, on a commencé à un moment donné, on peut peut-être s'entendre là-dessus, mais sur la question des trois religions du livre, il y a eu un moment où on nous a dit la vérité du monde n'est pas dans le monde, mais la vérité du monde est dans le livre qui dit le monde. Et on nous a dit, voilà, le Talmud, la Bible, le Coran, et on a commencé à lire. On a commencé à faire de l'herméneutique, c'est-à-dire du découpage de textes. On a désossé des textes, et puis on a regardé le livre, et on a cessé de regarder le monde. Et ce qui me vient à l'esprit après avoir tant lu, après avoir tant commenté, ou après avoir fait tant d'herméneutique, c'est de me dire, mais et si tu fermais un peu tes livres pour regarder un peu le ciel, la nature, etc. Donc oui, parfois un regret de ne pas avoir médité autant qu'il aurait fallu. Alors on est au cœur justement de ce que je trouve moi personnellement passionnant dans votre entreprise. D'un côté, de lourds volumes de contre-histoire de la philosophie, le lecteur Michel Onfray, et puis de l'autre, celui qui tient un journal. Ça faisait 5 ans qu'on attendait la suite de ce journal hédoniste dans lequel vous racontez des émotions, dans lequel vous pointez des rencontres, parfois des agacements ou des énervements, mais souvent des admirations pour la peinture, pour la lecture, pour la musique, pour l'ordre des choses, pour l'univers et parfois même pour les sciences. Qu'est-ce que c'est que ce journal? C'est un journal intime? Est-ce que c'est un travail philosophique? Comment le définiriez-vous, ce journal hédoniste? C'est un journal nietzschéen, en ce sens. Nietzsche nous disait que la philosophie, elle procède d'un corps, d'une expérience, de rencontres. J'ai la chance d'avoir sur le plateau des gens qui ont travaillé sur des sujets, sur des questions. Et quand je vais rentrer, je vais penser à ce qu'on a dit. Peut-être ça va produire une page. Ça va m'inviter à lire ou à relire quand j'ai lu. Donc le journal, c'est plutôt ça. C'est pas du tout l'état de mes digestions. En disant, je me suis levé, j'avais mal à la tête, j'ai trop bu hier soir, j'ai rencontré machin, bidule. Ça, c'est pas le journal qui m'intéresse. En ce sens, c'est un journal qui est presque un anti-journal. Mais je vais pas abuser j'ai fait un anti-manuel, une contre-histoire de philosophie. Je vais pas faire un anti-journal non plus. Mais le journal... Mais en même temps, attendez, c'est un anti-moi. C'est-à-dire que vous, votre identité ne se résume pas à vos aigreurs d'estomac et à votre digestion. C'est quoi l'identité pour vous? C'est la somme de ce qu'on est devenu quand on a traversé une époque avec des parents, un milieu, une éducation, une civilisation, les lectures, les individus qui auront été des chances dans notre existence. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un vieux maître que vous avez connu aussi, Lucien Gerfagnon. Donc, ce sont des rencontres qui font qu'on est devenu ce qu'on est et qu'on assume ce trajet-là. Donc, une identité, c'est de pouvoir dire à un moment donné, je suis devenu ça. A priori, on n'est rien, on devient ce que l'on est. Et une identité, c'est ce qu'on est devenu après, théoriquement, un long travail. Mais j'ai eu la chance de faire ce long travail parce que je fais de la philosophie à l'université, je suis devenu professeur, et puis j'ai créé, etc. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas. Quand on travaille à l'usine, quand on est caissière, on n'a pas le temps de se construire, de sculpter sa propre existence. Donc l'identité de quelqu'un à qui on a juste dit vous êtes un rouage dans une machine, elle est problématique, cette identité par définition. Quand on est philosophe, quand on est physicien, poète, quand on est neurologue, on a le temps de penser, de se penser, donc de se construire, et là pour le coup on se construit l'identité. Alors je vous pose cette question de l'identité parce que précisément dans ce journal vous revenez sur la nature de la philosophie. Alors, vous éborgnez quelques-uns des grands maîtres à penser, mais surtout vous revenez sur ce que vous appelez la nature philosophique de l'enfant. Je voudrais que vous nous développiez un petit peu ce point. Finalement, est-ce que je nais philosophe et qu'on est tous philosophes et que seuls quelques-uns le demeurent, ou est-ce qu'au contraire la philosophie est quelque chose que l'on finit par acquérir? Est-ce qu'on devient philosophe ou est-ce qu'on cesse de l'être? Oui, j'ai effectivement dit que nous naissions philosophes et que seuls quelques-uns le demeuraient. Parce que généralement, nous naissons tous fous, seuls quelques-uns le demeurent.
Je ne crois pas que la folie soit consubstantielle à la naissance et à l'enfance. Au contraire, il y a une grande raison chez les enfants qui demandent pourquoi, qui veulent savoir pourquoi la nuit elle est noire, pourquoi l'eau ça mouille, pourquoi le grand-père il est mort, pourquoi le petit chat il est devenu un vieux chat, pourquoi, etc. Enfin, les enfants posent des questions qui sont des grandes questions d'ontologie, de métaphysique, de philosophie. Et puis les parents renoncent à répondre parce qu'ils n'en ont pas forcément toujours les moyens intellectuels ou le temps. Parfois, on dit je ne sais pas, mais on va trouver dans une bibliothèque, on va les chercher dans un livre. Et puis il y a un moment donné où les gens finissent par renoncer à répondre aux questions. Et dès qu'on entre à l'école, on vous demande d'apprendre des réponses à des questions que vous ne vous posez plus. Et on vous dit, mais maintenant, si vous voulez devenir un bon élève, sachez ce qu'est le PNB du Portugal. Ouais. Naturellement, personne n'est porté à se poser cette question-là. Pas tout de suite, quoi. Oui. Oui, mais même, je veux dire, on apprend à l'école des choses totalement inutiles. Et on vous dit, les questions que tu te posais, cesse de te les poser. En revanche, apprends les réponses aux questions que tu ne te poses pas. Donc effectivement, ça désespère un certain nombre d'individus, et quelques-uns résistent à ça. Et ceux qui résistent à ça en se disant mais moi je persiste avec mes questions, je veux mes réponses, je vais aller les chercher, eh bien ce sont les naturels philosophiques. Et par la suite on peut devenir philosophe de profession parce qu'on aura appris à l'université qui a pensé quoi, quand, comment, de quelle manière. Et après ça, un jour peut-être on peut écrire des livres de philosophie, être invité chez François Budel. Et voilà, on est parti d'un questionnement d'enfant et on finit un jour avec un statut de philosophe. Mais le philosophe, c'est pas forcément, c'est même rarement le cas, de quelqu'un qui écrit des livres de philosophie. Mais alors, qui est-il aujourd'hui? Parce que vous faites l'apologie, livre après livre, on va dire, d'une philosophie qui serait celle de Diogène et Démocrite, hein, vos deux grands-parents. Qui sont-ils au XXIe siècle, aujourd'hui, ceux qui savent mener une vie philosophique conforme à celle dont vous parlez dans vos livres, celle de Diogène, celle de Démocrite? Il y a des vies philosophiques et il y a des vies dans lesquelles il y a de la philosophie. C'est pas forcément la même chose. La vie philosophique, c'est celle d'un philosophe qui aura enseigné des choses et qui les pratiquera. C'est-à-dire donc la cohérence. Voilà. Cohérent avec ce que l'on dit, ce que l'on écrit. Absolument. Mais ça peut se faire quand on est catholique. Par exemple, on m'a dit, vous aimez pas les catholiques, par exemple. Je dis, mais non, je demande simplement aux catholiques qu'ils le soient. Je demande qu'ils... C'est bien ce qu'on dit, vous les aimez pas. Non, c'est pas ça. Je dis mais on a le droit d'enseigner l'amour du prochain, le pardon des péchés. Et quand je dis, mais vous ne le faites pas, je me prends une gifle. Je dis, vous avez une drôle de façon de pratiquer l'amour du prochain. Donc je dis, soyez à la hauteur de ce que vous enseignez, ou les écologistes. J'ai rencontré une grande figure de l'écologie il y a quelque temps qui me disait qu'elle prenait l'avion, qu'elle prenait l'avion toutes les semaines. Je me dis bonjour la trace carbone. Donc on n'est pas obligé d'être écologiste, mais si on veut être écologiste, on mène une vie d'écologiste. On n'est pas obligé d'être catholique, mais si on est catholique, on mène une vie de catholique. Ou de bouddhiste. J'ai vu des bouddhistes qui étaient des spécialistes de bordel, qui donnaient des adresses à des amis. J'ai assisté à des choses comme ça, assez sidérantes. Ça, ce sont les contradictions entre ce que l'on préconise et ce que l'on dit. C'est l'incohérence. Donc je demande aux philosophes qu'il fasse ce qu'il dit ce qu'il fasse. Quand Bergson disait « jugez-moi sur ce que je fais et pas sur ce que je dis », il avait raison. Et si on prend ce principe-là, alors on découvre que nombre de gens qui sont présentés comme des philosophes ne le sont pas, et que nombre de gens dont on ne sait pas qu'ils sont philosophes le sont parfois. On a eu il y a quelque temps une ministre qui nous a fait savoir qu'elle avait un cancer. J'ai vu sur rue 89, par exemple, une dame disant « mais moi aussi », et on n'en parle pas, etc. Et il y a des gens qui, face à la maladie, face à la souffrance, face au deuil, face à la mort, qui sont devant leur vie quasi finie et qui on leur dit voilà, il vous reste 3 mois à vivre, vont vivre mieux que Sénèque, mieux que Marc Aurèle, mieux que les philosophes antiques, parce que justement ils vont mettre de la philosophie dans leur existence. Mais ça fait pas de bruit, ça ne se voit pas. Et si c'est une caissière qui fait ce genre de choses et qui est grande et qui est à la hauteur, on ne dira pas qu'elle est philosophe, et pourtant elle l'aura été. Donc ce sont des philosophes du silence, des philosophes cachés, qui n'apparaissent pas comme des philosophes de profession, mais c'est ça qui m'intéresse. Et elle est là, pour vous, la véritable philosophie. Voilà, et elle est là chez tous les gens qui ne sont pas des philosophes de profession, mais qui peuvent mettre de la philosophie dans leur vie. Il y a dans ce magnétisme des solstices un chapitre absolument formidable qui s'appelle « Brûler d'une chaleur retirée », chapitre dans lequel vous listez ce que vous appelez les impératifs pour une vie philosophique. Vous évoquez le deuil, vous évoquez la maladie. 4e impératif, je vous lis, rire de la mort. Sérieusement, jusqu'où peut-on le faire quand il s'agit de la mort des gens très proches? Je vous pose la question, Michel Onfray, parce que vous publiez, et vous l'avez dit tout à l'heure, un très beau livre chez Galilée qui s'appelle « Un requiem athée ». Il est dédié, ce livre, à votre compagne, qui est décédée il y a quelques mois. Rire de la mort, jusqu'où? Comment?
C'est rire d'un rire particulier, évidemment. On va pas avoir le rire rabelaisien et le rire gras dans cette circonstance. Mais du moins, il y a une affliction à ne pas avoir qui fait qu'on devrait au moins avoir un sourire. Parce que la mort, on sait qu'elle existe, on nous la présente, on lit éventuellement sur ce sujet, puis un jour, elle arrive chez vous. Et puis la maladie est là, et puis ça peut durer longtemps, 13 ans. En ce qui concernait ma compagne. Et donc, il faut composer avec ça. C'est-à-dire, pour le coup, le texte de Marc Aurèle, le texte de Sénèque, c'est plus un texte de bibliothèque. C'est un texte qu'on emmène avec soi pour accompagner sa compagne aux chimiothérapies, pour accompagner sa compagne quand après une opération ou ce genre de choses. Et on se dit, ça marche ou ça marche pas, Sénèque? Alors, pardonnez-moi, mais ça marche ou ça marche pas? Oui, bien sûr. Heureusement. Ça marche. Heureusement. Mais c'est pas suffisant. Ça n'empêche pas la peine, ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas la souffrance, ça n'empêche pas les larmes. Mais ça permet de construire quelque chose, c'est-à-dire de construire un deuil, c'est-à-dire de faire sa place dans un monde où c'est une absence qui est essentiellement présente. Et ça, la mort, c'est en permanence, il y a une absence qui est là. Et il faut composer avec ça. Donc il faut réajuster son existence. Ça m'a appris à me défaire encore de choses auxquelles je tenais et qui me paraissent encore plus des vanités. C'est-à-dire, on se dit l'argent... Lesquelles, par exemple? Lesquelles? Je ne peux pas encore vous dire aujourd'hui clairement, parce que je voudrais être à la hauteur de ce que j'ai conclu. Et je ne voudrais pas conclure des choses là en disant je ne serai pas à la hauteur de ce que j'ai conclu pour moi-même, mais je suis dans l'état de celui qui est prêt à brûler ses vaisseaux. Vraiment, je ne tiens pas à grand-chose, plus à grand-chose. Je tenais un certain nombre de choses, je tiens de moins en moins à plein de choses, et c'est en train de se faire, c'est en train de se construire, j'essaie de trouver une place. Survivre est une violence. Survivre est une violence qu'on se fait aussi. Donc on conclut un certain nombre de choses, on attend, parce qu'on se dit, quand il m'arrive de me mettre en colère, je me dis, je sais que je suis en colère, il vaut mieux attendre 24 heures, et c'est une partie de la connaissance de soi. La connaissance de soi qui fait qu'on se dit, je suis là dans l'affliction, j'attends 24 heures pour penser autrement ou différemment, permet effectivement de différer le temps, mais le deuil est une construction. Alors je ne crois pas aux théories du deuil, on nous dit premier stade, deuxième stade, c'est n'importe quoi. Mais on doit pouvoir dire, les philosophes que j'ai lus jadis, les Cicéron, les Sénèque, etc., s'ils ne me servent pas là, dans cette occasion-là, alors ils me serviront jamais. Donc ça m'a servi pendant 13 ans, quand François Schenck a ce très beau titre, en disant la vie donc la mort, ou autrement dit la mort, effectivement, il n'y a pas la vie puis la mort elle est dans la vie. Et puis elle arrive, et 13 ans d'un cancer, 7 années de récidive, une dernière année terrible, c'est au quotidien la mort qui est là et qui est présente. Donc c'est pas la grande faucheuse qui arrive comme ça, non, c'est là, en permanence. Ça prend la forme d'un résultat d'analyse. Oui, ça prend la forme d'un résultat d'analyse, ça prend la forme d'un... Vous avez dit des choses, vous parlez de votre leucémie dans votre magnifique livre, et quand vous dites je suis dans un TGV, d'un seul coup on m'apprend une information. C'est ça la mort, elle est comme ça dans le quotidien, et si la philosophie elle ne sert pas à penser ce quotidien, à gérer le quotidien, à faire avec et à être plus fort que ça, ce que Nietzsche disait, la fameuse phrase, ce qui ne me tue pas me fortifie, si la philosophie ça ne sert pas à ça, alors ça sert à rien. Dans ce très beau poème que vous avez écrit, qui s'appelle un requiem athée. Un requiem athée, ça ressemble à un oxymoron, comme on dit. Il y a une phrase qui revient tout le temps. Je pensais ne jamais la lire sous la plume de Michel Onfray. Ainsi soit-il. Vous m'expliquez? Allez, en un mot, ce ainsi soit-il. Il est sacré. C'est finalement l'athée qui ouvre la porte minuscule à Dieu, ou c'est un ainsi soit-il que vous décidez, vous? Non, parce que l'ainsi soit-il des chrétiens est contradictoire. Je ne peux pas dire... je n'ai pas parlé des chrétiens, Michel. Non, c'est moi qui vous en parle. J'ai simplement dit Dieu. Vous savez, ça peut être autre chose, une hypothèse. Ah, vous n'avez pas parlé de Dieu. Ça peut être le Talmud, ça peut être... Ainsi soit-il, c'est autre chose. Moi, je suis un lecteur d'Étienne Klein, et quand je vois le travail d'astrophysicien, je me dis, mais on ne pense pas assez le cosmos. Et quand on a travaillé sur cette question du temps, de la durée, on doit dire ainsi soit-il, parce qu'on n'a pas le choix. Ainsi soit-il, au sens étymologique, c'est que ce qui est, soit et advienne, parce que nous n'avons pas le choix. Donc c'est pas du tout chrétien. Un chrétien nous dit, vous avez le choix de l'être ou de ne pas l'être, chrétien. Donc on ne devrait pas dire ainsi soit-il. Quand on dit ainsi soit-il, on est chez Nietzsche plutôt. C'est Nietzsche qui nous dit la nécessité c'est ça. Voilà comment ça fonctionne, la nécessité. Vous n'avez pas le choix. Le déterminisme est total, ainsi soit-il. Il y a une expression pour ça, il appelle ça amor fati, aime ton destin. Aimer son destin, c'est dire ainsi soit-il. On n'a pas le choix. Il est bien évident qu'on n'a pas le choix de la maladie de sa compagne, de la mort de sa compagne, on n'a pas le choix de toutes ces choses-là. En revanche, on a le choix de faire quelque chose qui s'apparente à la souffrance, à la maladie, etc. Mais globalement, je ne sais pas, il faut demander à François Schenck, à la sagesse de l'âge, mais je pense que globalement, on découvre qu'on est de moins en moins libre, de plus en plus déterminé, et que le maximum de sagesse est dans cette phrase du « ainsi soit-il ». Ouais.
On peut lui demander, est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'on est déterminé? Ça demande tout un développement. Pour le moment, je ne peux rien dire. C'est la sagesse. La sagesse. Le magnétisme des solstices de Michel Onfray, le journal hédoniste, publié aux éditions Flammarion. Et lire, pour voir ce que c'est qu'une pensée philosophique, lire aussi la poésie de Michel Onfray. Un requiem athée, c'est aux éditions Galilée. Galilée qui publie avec beaucoup de constance d'ailleurs des recueils de poésie que vous publiez et que vous écrivez. Il y a aussi la constellation de la baleine. Alors ça c'est assez étonnant, on ne peut pas en parler ici, mais on ferait une émission complète avec vous. Évidemment ce serait passionnant, mais c'est l'histoire d'un viking qui au XIe siècle va revenir mourir dans son pays après une traversée du monde. Un peu la suite du recours aux forêts dont vous nous aviez parlé il y a quelque temps. François Tcheng, Michel Onfray le disait, parler de la mort en réalité, c'est évoquer la vie, c'est chanter la vie, c'est ce que vous montrez à travers 5 méditations.